sommaire de ce journal, sécurité maritime, 26 auditeurs venus de la sous-région ont vu leur capacité renforcée sur le régime pénal des infractions en mer. Dans le secteur de l'élevage, les journées nationales de l'apiculture en Côte d'Ivoire ont refermé leurs portes. Plus de détails dans cette édition. L'ONG marocaine Tribu Africa a lancé son école d'inclusion socio-économique des jeunes à travers le sport. Et puis à Yamoussoukro, des auditeurs ont soutenu leurs travaux de fin de formation. Nous y reviendrons. Bienvenue Madame, Monsieur, vous faites bien de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Face à la menace des infractions en mer, l'Union européenne arme le bras juridique de ses alliés de la CEDEAO. Après 5 jours de renforcement de capacité sur le régime pénal des infractions en mer, 26 auditeurs venus de la sous-région peuvent rentrer dans leur pays. La cérémonie de clôture du séminaire a permis à l'ISMI de leur remettre leur attestation. Le récit de Mondésir Nascimento. C'est un stage dont l'objectif principal est de renforcer les capacités du personnel de l'appareil judiciaire des États de la CEDEAO en matière de droit pénal dans la lutte contre les infractions en mer. Il s'agit notamment de vol à main armée, de piraterie maritime, d'immigration illégale, du narcotrafic et de la pêche INN. Cette formation déroulée sur 5 jours va contribuer à une riposte efficace à la menace de la piraterie maritime et les actes attentatoires à une circulation saine en mer. L'ISMI, Institut de sécurité maritime interrégional, et ses partenaires, l'Union européenne et la CEDEAO, ont relevé le défi de la mise en harmonie des pratiques jurisprudentielles à travers ce séminaire. Il s'agissait donc d'amener les magistrats et avocats à prendre connaissance du droit maritime, du droit de la mer et les dispositifs juridiques qui régissent les infractions commises en mer, telles que la piraterie, telles que le vol à bord des navires, telles que la pêche illicite. Tout à l'heure, vous avez assisté à un standing ovation, donc cela traduit, à mon sens, que les auditeurs sont satisfaits de la formation et que les objectifs pédagogiques ont été atteints donc, en termes de renforcement des capacités. Les participants, venus entre autres de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal, du Libéria, du Cap-Vert, de la Gambie et du Bénin, partent aguerris. Ils travailleront aussi à implémenter ces acquis dans le système juridique de leurs pays respectifs. Nous avons été beaucoup plus aguerris sur les questions de procédure relativement au droit de la mer et la pêche en mer. Ça nous a permis de toucher du doigt les réalités au niveau de la mer que nous n'appréhendons pas forcément sur terre. Il faut signaler que depuis quelques décennies, l'espace maritime, véritable place des transactions entre l'Europe et l'Afrique, est en proie aux actes criminels, d'où le besoin d'actions fortes en vue d'enrayer les velléités hostiles aux échanges commerciaux internationaux. On l'annonçait en titre, les journées nationales de l'apiculture en Côte d'Ivoire tenues du 19 au 20 mai 2022 dans la commune du Plateau ont refermé leurs portes. L'initiative est de l'Association des apiculteurs de Côte d'Ivoire et l'objectif de cette initiative était de créer un cadre entre la demande et l'offre des opportunités d'affaires dans le domaine de l'apiculture pour des agriculteurs, des industries et des entreprises du monde entier. Amidia Rassouba y a pris part. Les lampions se sont éteints sur la 4e édition des Journées nationales de l'apiculture en Côte d'Ivoire. Ces 2 jours d'intenses activités, d'intervention et de débats animés ont permis de passer en revue tous les problèmes fondamentaux de l'apiculture en Côte d'Ivoire. Ces journées ont été également meublées par des conférences avec des thématiques telles que l'essor de l'apiculture en Côte d'Ivoire, l'apiculture ivoirienne, un avantage compétitif pour une économie forte et une écologie saine, les stratégies pour une protection de l'abeille et de l'environnement, gage d'un développement durable, et la capitalisation du savoir-faire local de l'autonomisation financière de l'apiculteur. Le développement durable étant le fait qu'on puisse profiter de quelque chose pendant longtemps et puis au niveau de la progéniture suivante, donc on doit faire en sorte que les abeilles puissent subsister, donc au niveau de l'alimentation et au niveau de l'environnement, il ne faut pas qu'il soit nocif. Et puis il faut faire en sorte que l'environnement lui-même soit assez riche pour qu'on puisse avoir aussi bien l'abeille que l'environnement lui-même qui
qui permettent à l'être humain et à l'abeille de vivre longtemps et d'avoir des progénitures qui vont vivre longtemps. Il faut dire que c'est très bienvenu. Pour moi, c'est très bienvenu parce que vraiment, je sais manger du miel, mais je ne savais pas qu'on pouvait vraiment l'entretenir pour pouvoir retirer beaucoup de ressources. Une 4e édition qui permet de tourner le regard vers des actions fortes à la recherche de maximum d'apiculteurs et mettre en place des groupements d'intérêt économique. Je suis édifiée, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce qui m'a marqué, parce qu'une fois on était à chose comme on appelle de passage à Boaké, et puis en pleine ville, on a vu qu'il y a des abeilles qui sont venues piquer un jeune. Ils couraient de partout. Et le professeur, dans ses explications, nous a démontré que le portable attire, il y a des métaux qui attirent l'abeille, qui dérangent l'abeille en fait. Donc si on va dans un lieu où il y a des abeilles, on ne doit pas avoir un portable sur nous. Franchement, ça... Parce que nous, on a pensé que c'était de la sorcellerie, alors que c'est quelque chose qui est réel, qui est naturel. Vraiment, c'est une bonne conférence. Fondée en 2010, l'Association des apiculteurs de Côte d'Ivoire regroupe 8000 adhérents agriculteurs dont le but est de promouvoir le développement de l'apiculture en Côte d'Ivoire. Parlons de digitalisation. Des jeunes chefs d'entreprise ont bénéficié d'une formation en marketing digital, une discipline nouvelle mais qui a réussi à prendre une place prépondérante dans le monde des affaires. Cette formation se situe dans le cadre du programme d'accélérateur pour les jeunes entrepreneurs initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Marius Sissiri. Faire de ces jeunes start-upers et dirigeants de PME des entrepreneurs à succès, c'est l'objectif poursuivi par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Tous lauréats du concours Business Plan Competition de la CGC, ils bénéficient de l'accompagnement technique dans l'accélérateur du patronat ivoirien. Cette énième session de formation est portée sur le marketing digital au marketing 2.0. Une initiation pour certains et renforcement des capacités pour d'autres, cette formation permettra de développer leur portefeuille client grâce à des techniques managériales basées sur les outils digitaux. L'idée aujourd'hui, c'est de leur monter des stratégies, les outils, leur présenter des outils qu'ils peuvent utiliser dans le quotidien pour pouvoir structurer leur entreprise, pour pouvoir automatiser certains process pour être efficace dans la recherche de clients aussi. Aujourd'hui, la vente en ligne, c'est une aubaine pour tous les jeunes entrepreneurs de commencer une activité sans grandes ressources et pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc oui, il faut l'apprendre, oui, il faut maîtriser les outils, il faut savoir comment ça se passe, il faut connaître les mises à jour des différentes plateformes de vente en ligne et il faut pouvoir maîtriser ces outils-là pour pouvoir évoluer dans sa croissance. Parce qu'aujourd'hui, on pense que la vente en ligne, c'est juste un passe-temps. Faire de l'entrepreneuriat, faire de la vente en ligne, c'est un passe-temps. Et on a la possibilité de passer d'une petite boutique en ligne à une boutique à l'international, à Paris, en Chine, un peu partout dans le monde. Et c'est important de faire des formations. Les auditeurs, dont la plupart avaient une idée sur la question grâce à la vente en ligne, via les réseaux sociaux tels que Facebook, ont pu exposer toutes leurs préoccupations et peaufiner leurs connaissances sur le processus à respecter de la prospection jusqu'au service après-vente. Je pense que le marketing digital, c'est un moyen par lequel aujourd'hui on arrive à trouver les clients grâce au numérique. Donc il ne suffit pas seulement d'aller sur Facebook et chercher les clients, il y a un processus derrière. Donc il va falloir faire un ciblage, chercher cibler les clients selon les régions. Que tout le monde ne peut pas facilement faire du marketing en ligne. Il faudra se former. En ce qui concerne spécialement le ciblage des personnes, on ne fait pas une publication sur Facebook adressée à toute la base de données de Facebook. Il faut cibler les personnes qu'on veut toucher. Initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Business Plan Competition est un concours qui a pour but de susciter la vocation entrepreneuriale chez les jeunes et accorder son accompagnement dans la mise en œuvre de leurs projets.
Un mot de ville durable dans ce journal. Il s'est tenu à Abidjan récemment le colloque Architecture Ville Durable qui a réuni des professionnels du cadre bâti, des événements et des structures telles l'AFEX et Batimat ont présenté leur expérience en la matière. Le récit de Anja Sémian. Deux structures dont la vision est de mettre en œuvre des projets de construction de villes durables en Côte d'Ivoire conjuguent leurs efforts par un partenariat. Il s'agit de l'AFEX, architecte français à l'export, et le Club Abidjan Ville Durable. En prélude de cet accord de collaboration, elles ont tenu une conférence de presse pour présenter leurs objectifs. L'objectif principal du colloque d'aujourd'hui, c'est d'essayer de réunir les différents acteurs du monde de la construction et de la fabrication de la ville, notamment de la ville durable, autour de sujets qu'on a évoqués déjà ce matin. Abidjan a accueilli un colloque sur l'architecture et la ville durable. Cette rencontre a enregistré la présence des autorités locales et les échanges portés sur la réalisation future des villes durables. C'est dans ce contexte que les acteurs clés entendent apporter leur expertise en matière d'architecture en tenant compte du volet culturel ivoirien. Cette collaboration s'inscrit dans la dynamique de transfert de compétences, d'où une formation des jeunes Ivoiriens en architecture. Nous sommes permanents, on a des bureaux ici, on a des filiales ou des succursales d'entreprises françaises et progressivement, pour aller dans le sens du transfert de compétences, au début on commence typiquement un petit groupe d'expatriés français, puis progressivement on embauche des locaux et on les forme. Parfois ils vont en stage en France, ils reviennent. Parfois, on a des programmes de formation de diverses formes. Ce projet à long terme, selon les conférenciers, traduit la volonté des experts à s'impliquer davantage dans le développement des villes durables en Côte d'Ivoire. Une volonté qui convoque la participation des autorités compétentes. Parlons santé. La première édition de remise de trophées aux meilleurs élèves dans la lutte contre le paludisme s'est déroulée récemment dans la commune de Yopougon, une initiative du Lions Club International qui vise à faire des élèves des ambassadeurs dans la lutte contre le paludisme. Konena Nourgo et Doumbia Ayuba. L'hymne Lion a retenti ce mercredi au sein de Cosmos Yopougon. Ce jour, le Lions Club Abidjan Filia récompense les écoles vainqueurs de son concours sur l'éducation sanitaire en milieu scolaire. Ce jeu concours, qui portait sur le paludisme, visait à sensibiliser les élèves sur la maladie, notamment les signes, les causes et les bonnes pratiques sanitaires pour éviter le paludisme. L'objet de cette cérémonie, c'est de récompenser les écoles qui ont participé à la formation, à la sensibilisation sur le paludisme, je dirais depuis le mois de février, et qui ont fait des sketchs, qui ont fait un concours inter-école et qui ont gagné. Alors nous voulons récompenser toutes les écoles et puis maintenant primer les meilleurs avec des bibliothèques contenant des livres et des coupes. Au total, 19 écoles issues des communes de Koumassi, Abobo et Azopé ont été primées en présence du représentant du gouverneur du district 403A2 du Lions Club International. Chacune des écoles a reçu un trophée, des ouvrages et une boîte à livres. Parallèlement à la lutte contre le paludisme, il s'agit pour le Lions Club d'inciter les élèves à la lecture. Le paludisme est une maladie très grave causée par la piqûre d'un moustique appelé anophèle qui transmet le plasmodium dans le corps de l'homme et c'est ça qui donne le paludisme. Le paludisme n'est pas bon. C'est une maladie mortelle. Nous devons se protéger du paludisme. Nous devons dormir sur le moustiquaire imprégné. Nous devons nettoyer autour de notre maison, pulvériser la maison de temps en temps. En marge de cette cérémonie, les élèves ont eu droit à une séance de jeu et de distraction. Le Lions Club International est un club service qui œuvre à aider les populations du monde entier, particulièrement les démunis. L'ONG marocaine Tribu Africa
a lancé récemment les activités de son école d'inclusion socio-économique des jeunes à travers le sport. Située dans la commune d'Abobo, cette école comprend des programmes comme l'apprentissage des sciences, l'incubation et l'entrepreneuriat ou encore l'école de la dernière chance. Une initiative qui vise à impulser le capital humain et développer les compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales des jeunes Ivoiriens. Konena Nourgo et Ismaël Doza. Créer de jeunes Ivoiriens champions de vie à travers le sport. L'initiative vient de l'ONG marocaine Tibu Africa qui vient de déposer ses valises en Côte d'Ivoire, premier pays subsaharien bénéficiant de ce programme. Cette initiative vise à impulser le capital humain des jeunes de 18 à 35 ans et leur permettre de développer des aptitudes techniques, comportementales et entrepreneuriales grâce à la pratique du sport. D'où le lancement ce vendredi de l'école d'inclusion socio-économique des jeunes par le sport, une école située dans la commune d'Abobo. Alors Tibu Africa d'abord est une ONG africaine qui utilise le sport comme un vrai moyen d'éducation, d'inclusion et développement humain. Nous travaillons avec les jeunes en situation de need, les jeunes filles, les migrants, les réfugiés, les femmes, sur des sujets liés à l'éducation par le sport, l'autonomisation par le sport et l'insertion professionnelle par le sport. Nous sommes très ravis aujourd'hui et heureux de lancer l'école d'inclusion socio-économique des jeunes par le sport à Bobo, à Abidjan. Cette école va permettre à une jeunesse ivoirienne de développer énormément de compétences techniques, comportementales, entrepreneuriales à travers notre concept axé sur le sport, l'école et l'entreprise. Et donc nos jeunes qui vont être sélectionnés sur des critères de précarité, des critères aussi de vécu du sport et aussi des critères d'envie de travailler dans le sport vont pouvoir suivre des formations et des modules axés sur le digital, les langues, les métiers du sport, l'entrepreneuriat, l'éducation financière. Et également, ils vont suivre des expériences professionnelles avec notre partenaire de l'industrie du sport, notamment les salles de fitness, les magasins de sport, les associations sportives, les académies sportives et les fédérations. Cette initiative, soutenue par le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire et de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire, permettra de réduire le taux d'abandon scolaire. Et c'est un axe, c'est un vecteur de rapprochement supplémentaire entre les jeunesses de nos deux pays, on s'en félicite. C'est un programme très alléchant. Nous engageons tout le ministère à le porter au plus haut afin que les résultats soient visibles, résultats sûrs. Créée en 2010, l'ONG Tibu Africa est présente dans 6 capitales africaines. Elle a en son actif 32 projets, 25 centres et a accompagné plus de 250 000 jeunes. Tibu Africa a déjà enregistré un taux d'insertion professionnelle de 73%. À Yamoussoukro, ils sont une quarantaine d'auditeurs à soutenir leurs travaux de fin de formation. Ils sont tous issus de la première promotion de master en économie et technique de l'amont pétrolier et ceux de l'aval pétrolier, de l'école supérieure du pétrole et de l'énergie, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Ils se sont apaisantis sur les valeurs économiques et le retour sur investissement pour les entreprises de raffinage et la pétrochimie. Charles Kouakou dans un commentaire de Marie-Christelle Zogui. Cette soutenance fait suite à 18 mois de formation et 7 mois de stage en entreprise. Ces 40 auditeurs sont de la première promotion en master en économie et technique de l'amont pétrolier et de l'aval pétrolier de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie, ESPE. Une école de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Ils se sont apaisantis sur les valeurs économiques et le retour d'investissement pour les entreprises de raffinage et de la pétrochimie. Une soutenance faite non en français mais en anglais. Il s'agit tout simplement des soutenances des mémoires, des stages. Après 6 mois de stage dans les entreprises, ces stages doivent être couronnés par une soutenance. Le thème d'aujourd'hui a porté sur les opérations de workover. Ce sont des opérations de maintenance sur les puits.
Principalement, j'ai étudié le cas d'un projet qui a eu lieu sur CI11, donc c'est le champ Petrosi CI11. Voilà. J'ai travaillé sur le naphthalo non conforme à l'hydrocraquage. J'ai apporté 2 solutions. Voilà, l'une des solutions est qu'on devait injecter ce naphthalo là au niveau du reflux circulant d'une unité qu'on appelle U81. Durant leur formation, ils ont bénéficié de l'expertise des professeurs de l'Institut français du pétrole, IFP. Nous nous associons pour la formation des jeunes en Côte d'Ivoire dans le domaine de l'énergie, du pétrole, de la chimie. En plus, avec les récentes découvertes, effectivement, je pense qu'il y aura besoin de compétences. Donc, le groupe IFPEN a une renommée internationale dans le domaine. Ces auditeurs recevront 2 diplômes, l'un de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB et l'autre de l'Institut français de pétrole IFP. À San Pedro, la Direction régionale de l'éducation nationale et l'alphabétisation DRENA de San Pedro, à travers le Centre d'information et d'orientation de la ville, a initié un atelier d'information et de sensibilisation sur le mode d'affectation en ligne pour les élèves de la classe de 6e et ceux de la seconde pour la rentrée scolaire 2022-2023. Élèves et surtout parents d'élèves ont pris part à cette rencontre. C'était au foyer polyvalent du lycée moderne Anagoyi. C'est avec de petits films projetés dans la salle, des prospectus distribués, que le mode d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e et l'orientation des élèves en classe de seconde a été expliqué dans les moindres détails aux populations de San Pedro. Objectif, mettre les parents d'élèves au cœur des processus d'affectation et d'orientation, amener chaque parent à affecter et orienter lui-même son enfant dans un établissement de son choix avec son téléphone portable. Le directeur du Centre d'information et d'orientation de San Pedro rassure les élèves et parents d'élèves quant à la rapidité sur l'affectation en ligne malgré quelques difficultés et annonce des innovations pour la rentrée scolaire 2022-2023. C'est communément appelé les affectations sur portable. Il y a des innovations, il y a un projet pilote pour ce qui est des secondes. Donc le travail consistait à venir apporter les explications aux parents. Qu'est-ce que ça va apporter aux parents? C'est d'abord le fait qu'eux-mêmes ils s'approprient les 2 processus. C'est eux-mêmes qui vont faire l'affectation de leurs enfants, c'est eux-mêmes qui vont faire l'orientation de leurs enfants. Le coordonnateur de la direction de l'orientation et des bourses du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a déclaré au terme de l'atelier que le bilan du mode d'affectation et d'orientation en ligne a été positif l'an dernier, d'où la nécessité de le poursuivre. L'orientation en ligne des élèves en classe de 6e qui a été initiée depuis 2018 continue. Nous avons connu des succès depuis ce lancement-là. Et c'est justement compte tenu de ce succès-là que la Banque mondiale, à travers le PAGDS, a autorisé son extension. Quant au directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de San Pedro, il a invité les parents d'élèves à s'approprier ce mode d'affectation. Je pense qu'ils ont compris. Nous avons eu à peu près 300 participants, mais c'est seulement un échantillon que nous avons pris. Et ils vont aller, ils sont nos ambassadeurs jusqu'au fin fond de la région. Les acteurs du système éducatif de San Pedro, comme les parents d'élèves, se disent tous satisfaits du mode d'affectation en ligne pour les élèves de la classe de 6e et l'orientation pour ceux de seconde pour la rentrée scolaire 2022-2023. Le village de Poniakele a célébré la lumière et l'inauguration du foyer polyvalent du village, localité située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué, département de Kouto. Un rêve qui est devenu réalité pour les populations qui longtemps ont exprimé le besoin. Pour ce faire, elles ont réservé un accueil chaleureux à la ministre Mariatou Koné, le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, pour leurs actions de développement. Le reportage est signé Daouda Ouattara et il est commenté par Anja Semian.
C'est une population en liesse qui a accueilli le ministre Mariatou Kone Siama Bamba, président de la région de la Bagoué, et leur délégation à Poniakele, village de la sous-préfecture de Bon, département de Kouto, région de la Bagoué. Ce village vient en effet d'être connecté au réseau électrique national. Cette action incarne bien parfaitement la politique sociale du gouvernement qui fait de l'accès de tous à l'électricité une priorité. Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, marraine de la cérémonie, a félicité le président du conseil régional de la Bagoué qui traduit effectivement toutes les actions du chef de l'État Alassane Ouattara avant de saluer la mobilisation des fils et filles de Poniakele à cette fête. Pour être la marraine de cet événement historique, parce que c'est la fête de la lumière. Chers parents de Poniakele, vous avez raison de célébrer le développement à travers la sortie de l'obscurité. Chers parents de Poniakele, vous avez raison de fêter. Ensemble, jeunes, femmes, chefs, guides religieux, toute la communauté, nous devons rendre hommage à celui qui a sorti notre région des ténèbres. Et je souhaiterais que nous nous levions pour applaudir son Excellence, M. Alassane Ouattara. Merci pour la confiance, merci pour l'engagement. Et je me joins à toi, je me joins aux autres pour nous engager devant madame et devant tous les cadres, tous les ministres de la région qui sont petits de développement. La ministre Mariatou Kone a procédé à la mise sous tension du courant électrique. Ainsi, Poniakele amorce son développement tant attendu. Après ce geste plein de sens, la délégation a inauguré le foyer des jeunes offert et entièrement équipé par le député maire de Bondiali, Mariatou Kone, suivi du centre de santé réalisé par le conseil régional. En rappel, en 2012, la Bagoué comptait seulement 36 villages électrifiés. De 2012 jusqu'à aujourd'hui, 119 localités ont été raccordées au réseau électrique national, soit un taux de 90%. Terminons ce journal en musique. Amos Kissé, ou si vous voulez, l'auteur du titre « Yahweh, tu es le plus grand », chantre chrétien des églises vastes d'honneur. L'homme a décidé de relever le défi des 4000 places de la salle Anoumabo du Palais de la Culture Bernard Dadier le 17 juillet prochain. L'annonce a été faite récemment à Abidjan lors d'une conférence de presse en présence de nos reporters Issa Badini et Augustin Kra. Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout. En voici un avant-goût de ce qui attend les mélomanes et surtout les adeptes de la musique chrétienne. Ce sera le 17 juillet à 15h au Palais de la Culture d'Abidjan à la salle Anoumabo. 4000 places pour 4000 adorateurs attendus. C'est l'information principale de cette conférence de presse qui annonce non seulement les concerts, mais marque également le début de la campagne. Une première pour l'artiste qui place l'événement dans les mains du Seigneur. C'est vrai que c'est un moment d'adoration, mais c'est un moment d'adoration à caractère d'évangélisation. Ce n'est pas un moment d'adoration qui est réservé seulement aux chrétiens. Non, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Si tu n'as pas Christ, ça sera le moment pour toi également de rencontrer Jésus. Donc c'est ouvert à tous. Le concert d'Amos Kissé, c'est une organisation de l'agence de communication Eagle Connect sous la bénédiction du père spirituel de l'artiste. Vous viendrez et vous verrez la différence. Quand je dis la différence, pas par comparaison à quelqu'un, mais en termes de présence de Dieu, en termes de puissance de Dieu, en termes d'atmosphère spirituelle. Moi, c'est un chantre chrétien et le directeur que je suis chrétien. Donc une action de grâce pour nous de l'accompagner. Auteur de 2 albums, Tu es mon Dieu en 2015 et Yahweh en 2020, Amos Kissé est un auteur-compositeur-interprète bien connu dans le milieu chrétien en Côte d'Ivoire depuis ces 9 dernières années. Habitué des scènes, le Palais de la Culture et sa salle Anoumabo,
sont cependant un coup d'essai qu'il essayera de transformer en coup de maître le 17 juillet. Eh bien, c'est sur cette page en couleur que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité. À bientôt pour une nouvelle édition du journal sur Business 24 Africa.